Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de parler à Gareth. Ryan Garrett est le créateur de la chaîne YouTube extrêmement populaire Told in Stone. La chaîne traite de l'histoire de la Grèce et de Rome antique et aborde des questions telles que le fonctionnement des aqueducs romains et ce qu'il est advenu de la moitié manquante du Colisée. Garrett possède également 2 autres chaînes YouTube. La première, Stone Footnotes, présente des interviews de Garrett sur des thèmes comme « Qu'est-ce que cela faisait d'être esclave romain ?» et « Pourquoi Alexandre le Grand a-t-il eu autant de succès ?» La troisième chaîne de Garrett s'appelle Scenic Routes to the Past, qui s'adresse à tous ceux qui souhaitent voyager et découvrir ce qu'il reste du monde antique. En plus de cela, Garrett est auteur. Son premier livre, Naked Statues, Fat Gladiators and War Elephants, répond à toutes les questions que vous ne saviez pas vouloir poser sur le monde antique. Pourquoi les statues sont-elles nues et sans pantalon? Les éléphants de guerre étaient-ils vraiment efficaces? Il y a aussi une très belle et brève histoire du monde antique à la toute fin du livre. Le deuxième livre de Garrett doit sortir en octobre. Garrett, merci beaucoup de m'avoir parlé aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est un vrai plaisir. L'une des séries les plus populaires de votre chaîne s'appelle Guide du voyageur temporel dans la Rome antique. C'est pour ceux qui ont la chance d'avoir une machine à voyager dans le temps. Elle donne de nombreux conseils pratiques sur le meilleur moment pour visiter Rome, le comportement à adopter et surtout comment éviter d'être assassiné. Donc, j'aime bien, je crois. Beaucoup d'entre nous ont longtemps souhaité qu'il soit possible de retourner voir la Rome antique et beaucoup d'autres villes anciennes dans toute leur splendeur d'antan. Mais je me suis aussi demandé si ce serait vraiment conseillé, car il est probable que vous verriez beaucoup de choses qui, pour la sensibilité moderne, seraient absolument horribles. Beaucoup d'esclavage, de violence, de meurtres. Si vous alliez au Colisée, vous verriez des gens s'entretuer à coups de hache. Donc, je suppose que ma question est, était-il judicieux d'encourager les gens à visiter la Rome antique? Reviendrait-il avec un trouble de stress post-traumatique et ne pourrait-il plus jamais dormir? Ah oui, c'était un peu irresponsable, je suppose, de conseiller un voyage dans la Rome antique. Oui, c'était, à nos yeux, à bien des égards, une ville profondément différente de toutes celles que nous connaissons. Que ce soit dans le tiers-monde ou une ville moderne, c'était, comme toute grande ville, de nombreuses cités réunies. Il y a différentes façons de découvrir Rome. Cela aurait été moins traumatisant, mais où que vous alliez, ce serait une agression pour les sens. Tout des odeurs à la vue, simplement le fait d'y être. Selon la durée de votre séjour à Rome, cela aurait pu être dangereux pour votre santé. Même marcher dans la rue, par exemple, comme je l'ai mentionné dans ma vidéo. À Rome, la circulation des véhicules à roues était interdite pour la sécurité, sauf l'après-midi et le soir. La foule seule causait souvent des morts, des gens écrasés contre les murs ou jetés dans les égouts. Il était dangereux de simplement se promener dans Rome sans parler de l'impact sur votre santé mentale. Et bien sûr, c'était une société profondément hiérarchisée, esclavagiste et, à bien des égards, assez brutale, donc, selon notre sensibilité, pas vraiment attirante. Bien sûr, cela aurait été visuellement impressionnant à bien des égards. Aller au Forum romain, par exemple, et le voir intact. Tous ces murs de colonnes, les frontons lumineux, les toits dorés auraient été, à bien des égards, le rêve d'un architecte, donc sur le plan visuel. Il y a dans le film Gladiateur, qui bien sûr n'est pas forcément historique à bien des égards, mais qui présente cette magnifique maquette de Rome, sur laquelle ils font un panoramique, dans certaines des scènes d'ouverture. J'imagine marcher à travers cela, peut-être tôt le matin avant que la foule ne devienne trop dense. Je pense que cela aurait été saisissant. Même voir le Colisée intact avec ses trains intestatuti dans les arcades et le vélarium tendu au-dessus. Mais la vie réelle de la Rome antique, ses habitants, esclaves ou libres, riches ou pauvres, s'affairait là partout. Oui, c'est difficile, même après en avoir parlé et écrit, d'imaginer ce que cela aurait été. Je pense, même avec les odeurs. Rome possède certes des égouts, mais il s'agit surtout de systèmes de drainage. Ils évacuent l'excès d'eau des fontaines. Sinon, les excréments s'accumulent partout, malgré les latrines qu'ils tentent d'installer dans divers endroits et aux thermes. C'est sans doute la base de chaque odeur ressentie dans la Rome antique. C'est juste des excréments. Mais au-dessus, il y avait les gargotes où la plupart des Romains mangeaient antipète. Peu avaient une cuisine, ils prenaient des saucisses rôties, panquebées et des pois chiches grillés.
Ajoutez à cela les parfums des passants, l'encens des temples, les épices. Je crois qu'une seule bouffée de la Rome antique aurait suffi pour marquer les esprits et rester dans les mémoires. Et puis, oui, imaginez entrer dans les bâtiments, aller dans un temple et voir les autels, vous savez, tachés de sang à cause des sacrifices récents, avec l'encens qui flotte encore autour d'eux. Ou traverser un manoir sénatorial où des centaines d'esclaves exécutent leur routine chorégraphiée. Et le maître de maison, là, près de ces fontaines dans les jardins à l'arrière, entouré de plantes et de leurs sortes de taupières. Oui, Rome aurait été, comme je l'ai dit, une assemblée de nombreuses scènes, comme toute grande ville, mais inoubliable si vous y surviviez. Et peut-être pas si agréable que ça, mais je maintiens mon avis, en encourageant le voyageur au cœur bien accroché à tenter peut-être une telle aventure. Cela prendrait du temps pour s'en remettre. Un certain temps pour s'en remettre, en fait, et j'offre aussi des services de conseil. Y a-t-il eu des pressions politiques pour réduire la puanteur causée par tous les excréments et les animaux morts? Des choses comme ça? Eh bien oui, il y en avait, donc ces choses étaient rendues responsables. Les personnes responsables du nettoyage des rues étaient les édiles, ces sortes d'autorités municipales de bas niveau qui étaient souvent de jeunes membres de la classe sénatoriale débutant une carrière politique. Et pendant l'époque impériale, le futur empereur Vespasien, en fait, était l'un de ces édiles, et Caligula était l'empereur à cette époque. Et il a reçu tellement de plaintes qu'il a convoqué Vespasien devant lui et l'a couvert d'excréments ramassés dans les rues, lui lançant de la boue, enfin vous savez, des excréments, comme une critique très directe de son travail. Bien sûr, c'est un peu la norme dans les villes antiques. Il n'y a aucun système d'égout moderne nulle part, donc les gens s'attendent à un certain degré de saleté. Mais Rome a horrifié les visiteurs pendant une grande partie de son existence à l'époque républicaine, lorsque la ville a connu une croissance très rapide. Elle a vraiment dépassé ses propres services à bien des égards. Les visiteurs grecs étaient souvent très méprisants envers les ruelles humides et les rues tortueuses de la ville, et surtout envers l'absence de véritables espaces monumentaux. En général, ceux venant de Rome ou des provinces commentaient toujours l'intensité du trafic. Donc, comme Juvénal, il y a de merveilleuses satires qui parlent de ce que c'est que de marcher dans une rue romaine. Et les risques d'avoir des pots de chambre au-dessus de la tête en marchant dans une ruelle. Plusieurs philosophes grecs, reconnus pour cela, sont restés bloqués à Rome après être tombés dans les égouts et s'être cassés les jambes. Ce genre de choses, parce que les égouts étaient tellement glissants, à cause d'un mélange de débordements de fontaines et de ce merveilleux mélange exclusif de boue qui recouvre les pavés. Donc oui, les gens reconnaissent que c'est exceptionnel, mais ils ne sont pas habitués à nos égouts d'eau sanitaire, donc il y a quand même ce niveau de protection. Ouais, ils s'y sont juste habitués. Donc, l'une de mes vidéos préférées de toi porte sur la question « Pourquoi Rome n'a-t-elle pas eu de révolution industrielle ?» Et c'est quelque chose que je me suis demandé, parce que, d'une certaine manière, leur société était tellement avancée quand on pense aux aqueducs et aux routes. Et dans ces deux vidéos, tu expliques essentiellement qu'il y avait des gens qui auraient su, par exemple, comment construire une machine à vapeur, mais il n'y avait pas les structures socio-économiques ni les incitations pour que quelqu'un s'y intéresse. Donc j'aimerais savoir, que penses-tu qu'il se serait passé s'il y avait eu une révolution industrielle? Par exemple, si un empereur était arrivé au pouvoir, qui comprenait un peu mieux la valeur de la technologie et de l'innovation, et qui aurait peut-être mis en place certains types de structures capitalistes permettant aux inventeurs de s'enrichir grâce à leurs inventions. Et s'ils avaient construit les premières machines du type de la révolution industrielle, des machines à vapeur ou autres, comment pensez-vous que les choses auraient évolué ensuite ? Vous savez, il m'est difficile d'imaginer une société à la fois organisée selon les lignes romaines. Vous savez, cette société très hiérarchisée, basée sur une aristocratie foncière et dominée par un empereur. Organisée ainsi. Et qui soit capitaliste, ou du moins qui encourage l'investissement dans des entreprises de type capitaliste. Vous savez, je peux imaginer certaines des premières révolutions industrielles, certaines des innovations de la révolution du XVIIIe siècle, par exemple, voir le jour. Comme les pompes pour assécher les mines de charbon, les Romains avaient grandement besoin de telles inventions.
Ils avaient ces énormes mines en Espagne qui descendaient assez profondément dans la nappe phréatique, et ils utilisaient notamment des roues à eau actionnées par des esclaves pour les assécher. Ils auraient donc pu utiliser une machine de Newcomen, ce genre de choses, pour assécher leur galerie de temples. Et comme je l'ai mentionné dans les vidéos, quelqu'un comme Héros d'Alexandrie qui possédait cette machine à vapeur primitive. Cela aurait pu être adapté, ou du moins genre les principes, auraient pu être adaptés en quelque chose comme une machine de Newcomen ou même comme une locomotive primitive avec suffisamment de temps. Ils creusaient des rainures dans leurs mines pour faire circuler des chariots sur ces rails, qui étaient en fait les premiers chemins de fer. Donc je pense que vous pouvez imaginer la classe sénatoriale par exemple, parrainer ce genre d'innovation et gagner plus d'argent grâce à des choses comme les mines. Mais j'ai du mal à concevoir comment une classe entrepreneuriale comme celle qui a transformé la Grande-Bretagne et plus tard une grande partie de l'Europe occidentale au XVIIIe et XIXe siècle. Comment cela s'intégrerait dans la société romaine ? Imaginez les sénateurs romains, comme mentionné dans les vidéos. Bien qu'ils soient en quelque sorte snobs vis-à-vis de la technologie en général, c'est quelque chose que les mécaniques font et avec lequel les esclaves bricolent. Ils étaient intéressés par l'investissement et les nouvelles entreprises, ils avaient même dans quelques cas des sociétés d'investissement. Donc on pourrait imaginer par exemple certains sénateurs soutenir un bricoleur et encourager le développement d'une machine à vapeur dans leur mine, ou d'une sorte de chemin de fer à rail. Mais il est trop difficile d'imaginer que cela devienne plus courant, car les structures maestro ne sont pas en place. Donc si les Romains, cependant, si on imagine une refondation complète de la société romaine, une société qui, avec le temps, disons un empire qui ne tombe jamais, qui devient progressivement plus semblable à l'Europe du début de l'époque moderne, pour une raison ou une autre, alors je suppose que notre meilleur modèle serait peut-être de penser à quelque chose qui ressemble presque à la France d'avant la Révolution, où l'on a une monarchie autocratique qui encourage certains types d'innovation. Il y a quelques privilégiés qui font leur propre truc, mais ce n'est pas non plus très favorable à une classe entrepreneuriale. Vous auriez eu un empire qui, je pense, aurait beaucoup évolué dans certains domaines, certains types d'investissements à grande échelle, mais qui n'aurait peut-être pas été très enclin à encourager l'innovation. L'innovation folle du 19e siècle en Amérique. Un inventeur travaille chez lui, obtient un brevet et bouleverse le monde. Donc je pense qu'un empire qui aurait connu une certaine évolution industrielle aurait pu être plus riche, aurait pu durer beaucoup plus longtemps, mais n'aurait peut-être jamais donné naissance à un monde moderne comme le nôtre, dans un sens reconnaissable. Si c'est logique, c'est ma façon détournée de le dire. Une révolution industrielle romaine aurait été très différente de celle qui a réellement eu lieu, et je pense elle aurait été beaucoup plus concentrée. Elle n'aurait pas autant changé la vie des gens ordinaires et n'aurait peut-être pas apporté le genre de prospérité large fondée sur la classe moyenne que nous connaissons en Europe occidentale et en Amérique. Aaron Barrett, et est-ce que les gens se rendaient compte de ce que la technologie pourrait offrir? Je veux dire, parce que en un sens, c'est la technologie de Rome qui l'a distingué de toutes les tribus barbares, qu'ils étaient en train de soumettre les aqueducs, les routes, le chauffage par le sol et ce genre de choses. J'aurais pensé que cela serait un grand sujet de fierté pour eux et ce qu'ils imaginaient les distinguer des autres sociétés. Alors, est-ce qu'ils valorisaient globalement la technologie? Pas de la manière dont nous l'avons fait depuis la révolution industrielle. Les Romains se distinguaient surtout des barbares par ce que nous appelons la culture littéraire. Ils savaient les lire, ils avaient une langue raffinée et rhétorique, capable de nuances de différentes manières. C'était surtout leur mode de vie qui les distinguait des barbares. C'était un peuple urbain, ils vivaient dans des villes, ils avaient ces institutions du discours et tout ce que ces Allemands et Britanniques grossiers, eux, n'avaient pas. Mais ils n'avaient pas leur technologie comme nous l'avions. On raconte une belle anecdote sur Vespasien, à qui l'on présenta un appareil censé économiser beaucoup de travail, comme une nouvelle grue. Et il a écouté l'inventeur, a hoché la tête d'un air sage et a dit « Cela fera gagner trop de temps. Je veux que le peuple romain soit employé, va-t'en. » Et donc, ils accordaient en plus de valeur à d'autres choses qu'à l'innovation seule.
Pour l'amour de l'innovation, tu sais, évidemment, il y a eu pas mal d'inventions à l'époque romaine que j'ai mentionnées dans ma vidéo. Par exemple, cette batteuse, une moissonneuse primitive qu'on pousse à travers les tiges de céréales pour faire tomber les épis dans une benne. Ils voulaient gagner du temps et économiser de la main-d'œuvre, mais ce n'était pas possible. Il n'y avait pas cette idée que la société devait progresser, que la technologie allait inévitablement suivre une courbe ascendante, ce sentiment que nous avons depuis le 19e siècle, parce que cela s'est réalisé. L'idée romaine du futur était essentiellement le présent. Ils ne pensaient pas que le monde changerait vraiment, juste qu'il deviendrait plus romain. Ils gagnent plus de territoire, restent peut-être stables, s'enrichissent légèrement, mais rien ne changerait fondamentalement. C'est ce qui distingue le monde moderne de l'Antiquité. Nous avons cette attente de changement, alors que l'idéal de l'Antiquité, à bien des égards, était la continuité d'un État solide. Ils ne voulaient soit pas d'innovation, encore moins de révolution dans aucun domaine de leur vie. Oui. Donc, sur ta chaîne, tu n'as pas fait de vidéo directement sur les raisons de la chute de Rome. Donc, j'aimerais avoir le résumé exécutif de Told Stone sur ce qui a conduit au déclin et ce qui aurait dû être différent pour que Rome survive plus longtemps, l'Empire romain d'Occident. Bien sûr, oui. J'ai évité cette question car elle est très vaste et sans doute la plus grande de l'histoire romaine, hormis celle de savoir pourquoi Rome a autant réussi. Pourquoi a-t-elle duré si longtemps ? Je dirais que la réponse courte se résume vraiment à deux choses. Une pression sans précédent sur les frontières du Nord, surtout de la part des barbares germaniques à l'Est, mais aussi de la Perse qui y consacrait des ressources. Mais combinée à une série désastreuse de guerres civiles qui ont affaibli l'Empire, mis fin à de nombreuses carrières prometteuses d'empereurs et de généraux et empêché l'Empire de concentrer ses énergies sur les menaces extérieures. Il y a des tendances à plus long terme qui affaiblissent l'Empire, comme la tendance à la déurbanisation dans une grande partie du Nord-Ouest, par exemple. C'est assez difficile à expliquer pourquoi cela se produit. Probablement une faiblesse à long terme due aux invasions urbaines. L'ascension de cette classe de sénateurs super riches qui, à bien des égards, n'ont vraiment pas besoin des empereurs, qui peuvent négocier séparément avec des gens comme les barbares à leur arrivée. Donc cela affaiblit l'Occident à bien des égards d'avoir ce genre de sénateurs trop puissants et une campagne déurbanisée et, à certains égards, dépeuplée. Il y a des épidémies qui déferlent, tuant des millions de personnes et rendant l'Empire beaucoup plus faible. Même l'arrivée du rat, originaire d'Asie du Sud-Est et non de l'Empire romain, favorise la propagation de la peste en ville. Donc il y a des facteurs sous-jacents qui affaiblissent l'Empire, le rendant plus vulnérable aux événements. Mais au final, le récit traditionnel des batailles et des invasions reste vraiment la clé, je pense à la bataille d'Andrinople et au sac de Rome par Élaric. Quand les barbares surgissent et ne peuvent être arrêtés. L'Empire, déjà affaibli par des guerres civiles, la peste et la dépopulation, subit trop de chocs systémiques pour survivre en si peu de temps. Mais en même temps, l'histoire repose entièrement sur la contingence, l'effet papillon, une petite chose qui change tout le reste. Il n'est pas difficile d'imaginer l'Empire se relever, même après certains de ses coups apparemment critiques. À bien des égards, le coup critique, c'est la perte de l'Afrique du Nord. Pour l'Empire d'Occident, c'était le grenier à blé de Rome, encore plus que l'Égypte à bien des égards. Après la prise de l'Afrique du Nord par les Vandales, l'Empire peine à maintenir sa base militaire, ayant perdu sa province la plus prospère. La division de l'Empire, avec Théodose Ier ayant 2 fils, Arcadius et Honorius, est un autre facteur clé. Chacun reçoit la moitié de l'Empire. Et cela devient, plus ou moins par accident, une division permanente entre l'Est et l'Ouest, et ce sont souvent des empires rivaux. Ils ne se battent pas souvent directement, mais ils ne s'entraident pas non plus. Et donc le fait que l'Ouest soit coupé des ressources de l'Est à un moment critique est aussi un terrible handicap pour sa survie. Donc je suppose que c'est une façon très détournée de dire que l'Empire est terriblement malchanceux, en tout cas l'Empire de l'Ouest. D'abord d'avoir été séparé de l'Est plus riche au début du vieux siècle, puis d'avoir subi une série de guerres civiles développées. En ayant ces tendances à long terme qui affaiblissent l'infrastructure de l'Empire et donc les recettes fiscales des empereurs.
Et puis bien sûr avoir cette immense vague de barbares qui s'écrase contre les frontières, poussés en quelque sorte par les Huns venant d'Asie centrale et chassant les Goths et les autres devant eux, et ainsi ils franchissent les frontières. Le dernier jour de 406, une incursion célèbre voit la traversée massive du Rhin gelé. C'est une scène très pittoresque. L'Empire ne peut simplement pas gérer autant d'invasions. Au XIIIe siècle, lors d'une vague similaire des Goths contre la frontière du Danube, les empereurs ont aussi eu du mal à les arrêter. À cette époque, l'Empire était en bien meilleure santé. Au XXe siècle, il affrontait la source de sa faiblesse. Ils étaient en est tout simplement submergés, et les barbares ne semblaient pas vraiment vouloir détruire l'Empire. Ils étaient pour là depuis si longtemps qu'ils n'imaginaient vraiment plus un monde sans lui. Ils voulaient surtout leur part du gâteau. Ils voulaient intégrer l'Empire et y occuper une position privilégiée. Leurs dirigeants voulaient intégrer la hiérarchie, devenir généraux ou dignitaires. Ainsi, ceux qui désiraient appartenir au système l'ont détruit. D'une certaine manière, ironiquement, les barbares n'essayaient pas de submerger l'Empire, peut-être que les Huns le faisaient, mais la plupart ne le faisaient pas. Ils voulaient, vous savez, avoir la belle vie, la vie romaine. Il y a une citation célèbre de Théodoric qui, bien sûr, devient roi d'Italie au XVIe siècle. Il disait que chaque Goth veut devenir romain, mais qu'un Romain cherchant à être un Goth serait misérable. Il existe ainsi ce sentiment d'infériorité culturelle, de différence. Où veulent-ils ce qui est romain ? Mais hélas, comment essaient-ils de l'obtenir ? Finit par détruire tout le système en surchargeant son infrastructure déjà très fragile à ce moment-là et en faisant de l'Empire une épave chancelante au milieu du vieux siècle. Et s'ils ne voulaient pas le détruire, pourquoi n'ont-ils pas pu le préserver ? Il suffisait de poursuivre ce qui avait déjà été fait. Eh bien, ils ont essayé. Théodoric reconstitue une sorte de mini-empire occidental au début du VIe siècle, son royaume. Il possède un sénat à Rome, organise des jeux au Colisée et restaure les bâtiments publics. Donc vous avez ce Germain illettré qui préside une société romaine d'apparence très traditionnelle, dans laquelle tous ses courtisans, la moitié d'entre eux sont romains et portent des toges. Parlant le latin classique, Cassiodorus, l'un de ses courtisans, est l'un des maîtres du latin de la fin de l'Antiquité. Et donc ils ont essayé, mais à bien des égards, au cœur de Rome en tout cas, au cœur de l'Empire, en Italie. Elle a été ruinée par la reconquête de Justinien, une série de guerres désastreuses qui dépeuplent l'Italie, détruisent dans de nombreuses villes et brisent le vernis de la civilisation romaine. Les Francs ont aussi tenté, à bien des égards, de préserver ce qu'ils pouvaient de l'héritage romain. Ils ont parlé latin tôt, se sont convertis au christianisme, et dans le sud de la Gaule, peu de choses changent durant des siècles. Les mêmes familles restant au pouvoir, comme un Martin de Tours qui vient essentiellement d'une famille romaine présente depuis un demi-millénaire. Et il y a beaucoup plus de continuité qu'on ne le pense même dans l'Espagne wisigothique, dont nous savons moins de choses pour diverses raisons. Et donc à bien des égards, le terme « âge sombre », quoi que cela veuille dire, est un peu passé de mode aujourd'hui. Ce terme apparaît bien plus tard qu'on ne l'imagine, et la chute de Rome est un processus bien plus long et différé. La fin du système politique romain d'Occident, la déposition de Romanus Auguste en 476 est un non-événement. Parce qu'il y a une continuité politique à tous les niveaux. En dessous de celui d'empereur, en Italie pendant encore un demi-siècle, en Gaule pendant des siècles après cela. Et donc même si c'est une catastrophe, la chute de l'Empire pour une grande partie de la population romaine, ce n'est pas une bonne chose de vivre la chute de l'Empire. Pour la plupart des gens, dans la plupart des endroits, c'est un processus long et étalé dans le temps, plutôt qu'un événement, ce qui le rend si difficile à appréhender. Et pourquoi ? J'ai encore hésité à l'aborder sur Told in Stone. Et si vous, avec votre machine à voyager dans le temps, étiez chargé d'essayer de sauver l'Empire romain, que feriez-vous ? Celle-là était bonne. Il y a quelques personnes que vous voudriez peut-être essayer de sauver. Donc, comme Stylicone, le dernier des grands généraux romains, il fut l'adversaire d'Alaric au début du vieux siècle. Il est assassiné. Quelqu'un comme lui aurait peut-être pu éviter beaucoup de ruines par la suite. Aetius Flavius Aetius, le dernier des Romains. Grand général du vieux siècle, il affronte et arrête les Huns au champ catalonique. S'il n'avait pas été assassiné par son superviseur impérial idiot, Valentinien III, c'est quelqu'un qui aurait peut-être pu redresser la situation, même dans la décennie qui a suivi. Majorien, le dernier grand empereur romain, qui est également tué par Ricimer, son magister militum.
Sauver l'un de ces hommes aurait pu être un moyen de redonner confiance au leadership romain et de renverser la situation. Je veux dire, tu pourrais même remonter encore plus loin, jusqu'en 378, aller voir l'empereur Villeneuve, le secouer et lui dire « N'allez pas à Andrinople, ne vous battez pas là-bas, mec. Attendez que les renforts arrivent. » Et cela aurait pu être le facteur décisif. C'est difficile de choisir un jour ou un moment. Nous avons tendance à nous accrocher aux batailles pour des raisons traditionnelles. Mais si tu deviens conseiller d'un empereur, que changes-tu ? Il se passe tellement de choses et c'est difficile de dire dans quelle mesure. Ils auraient pu faire demi-tour à n'importe quel moment. Mais au moins, au niveau des batailles et du contrôle politique, il y a clairement des moments où les choses auraient pu se passer très différemment. Le fait que l'Empire d'Orient survive 1000 ans de plus, bien sûr, indique que le système lui-même est capable d'une résilience incroyable, d'une longévité incroyable. C'est simplement que cela a été surchargé en Occident à un certain moment critique, ou plutôt à une série de moments critiques, et c'est ce qui a causé sa perte. Oui, pensais-tu que la République aurait eu une meilleure longévité ? Tu sais, je ne pense pas, juste à cause du chaos total de la fin de la République. La République, à bien des égards, était une cité-État qui essayait de gouverner un empire gigantesque. Elle avait les institutions d'une cité-État. Elle n'avait pas vraiment développé de système pour gouverner des territoires situés à des milliers de kilomètres. Ils ont progressé dans ce domaine. Ainsi, Pompée délègue à des subordonnés le gouvernement de régions de l'Empire lors de ses principales campagnes. Cela devient, à bien des égards, l'archétype qu'Auguste suivra pour élaborer le système provincial. Celui-ci restera en vigueur 3 siècles. Mais je pense que la République, avec son centre très instable, ou, du moins au cours du dernier siècle, ces généraux en chef se sont affrontés, luttant les uns contre les autres pour devenir le chef suprême, le premier citoyen parmi leurs égaux. Il y avait tant de place pour la dissidence à Rome même, et un contrôle si lâche des provinces. Je pense que le système républicain était, à bien des égards, moins préparé à assurer la stabilité dans la gestion d'un grand empire que ne l'était le principat. Le système conçu par Dioclétien, appelé autrefois le dominat, est une version raffinée de celui d'Auguste. Plus de gouverneurs entraînent une division accrue de l'autorité civile et militaire. Davantage de taxation, plus de fonctionnaires, c'est à bien des égards, même si cela a été présenté à l'époque comme une augmentation des impôts, un système très efficace. Et c'est un système qui survit à l'Est jusqu'au 7e siècle, lorsque les invasions arabes musulmanes en détruisent une grande partie. Je pense que le système impérial lui-même était capable de stabilité, mais souvent entravé par les guerres civiles et d'autres facteurs. Mais il fonctionnait très bien pour ce qu'il essayait de faire, c'est-à-dire, au départ, déléguer l'autorité aux responsables locaux autant que possible. Il voulait que les villes se gouvernent elles-mêmes, et ensuite, en quelque sorte, simplement collecter les impôts à travers les villes. Mais comme cela ne fonctionnait plus, ils ont nommé plus de fonctionnaires. À l'époque de Dioclétien, par la suite, la bureaucratie impériale tardive a fonctionné. Ils percevaient de leurs impôts, ils étaient capables de payer une immense armée, une armée de 500 000 hommes, et de faire circuler l'argent dans le système, malgré une inflation rapide, malgré les invasions, malgré tout le reste. Je pense que le système, malgré sa fragilité et vulnérabilité, aurait pu continuer à fonctionner longtemps s'il en avait eu la possibilité. C'était simplement les perturbations. Des choses comme la guerre civile, la perte de recettes fiscales, une combinaison d'invasions et de changements systémiques qui ont rendu l'ensemble si vulnérable à l'effondrement. Lorsque Rome est devenu un empire, qu'est-il advenu de l'idée de démocratie ? Y a-t-il eu des mouvements pro-démocratiques ou quelque chose de ce genre ? Ou bien cela a-t-il été complètement oublié ? Oh bien sûr, c'est amusant. Donc, au début des annales de Tacite, là où il commence avec la mort d'Auguste et le règne de Tibère, il dit que peu de gens se souvenaient ou avaient vécu la République et étaient encore en vie. En 14 après Jésus-Christ, on se souvenait de la République. La clé du succès d'Auguste tient surtout à la longévité de sa vie. Il règne pendant un demi-siècle au moment de sa mort. La plupart des responsables politiques présents à son arrivée au pouvoir ont depuis disparu. Et les hommes qui sont au pouvoir, les hommes les plus puissants de Rome, sont des hommes qui ont grandi sous son système. Et donc la mémoire de tout système démocratique a disparu à bien des égards.
Les élections subsistent, des responsables sont élus pendant encore un certain temps, sous le règne d'Auguste. Finalement, cela est transféré au Sénat, et ils finissent par supprimer les élections populaires. Rome n'a jamais vraiment été une démocratie, même si elle possédait des éléments démocratiques. Et que les responsables sont élus, mais par un système qui privilégie largement les votes de l'élite, ceux des riches. C'est une oligarchie en réalité, donc ce sont les classes supérieures, romaines, qui sont vraiment privilégiées, pour ainsi dire. Ils perdent le pouvoir avec le principat, devenant subordonnés de l'empereur, sa famille et des empereurs. Auguste est assez intelligent pour les intégrer. D'anciens consuls deviennent gouverneurs des provinces les plus riches du centre de l'Empire, tandis que les légats gouvernent aussi. Les frontières. Ce sont aussi des sénateurs, presque toujours, et ainsi ils les intègrent au système. Mais ils restent tout de même rancuniers d'être désormais subordonnés. Ils ne peuvent plus triompher, par exemple, et il était difficile de dire à quel point. La conscience politique là-bas se trouve sous les élites, chez ceux qui pouvaient autrefois voter. Par exemple, pour que leur patron devienne édile ou questeur. Le peuple de Rome peut toujours exercer son pouvoir, protester contre l'empereur ou provoquer des émeutes de la faim. Donc, le peuple a toujours du pouvoir, mais c'est un pouvoir beaucoup moins formel. Et tout le concept du pain et des jeux a ses limites. Je suppose que tu es nourri et diverti par les empereurs, mais ils trouvent toujours des raisons de protester et d'exprimer leur volonté. Les empereurs consacrent beaucoup d'argent et de temps à apaiser le peuple de Rome. Ils construisent ces immenses arènes, ils construisent le Colisée dans cet effort pour gagner la faveur du peuple. Donc les empereurs considèrent, du moins, qu'il vaut la peine de garder le peuple impliqué dans le régime. Mais il n'y a aucune tentative sérieuse de restaurer la République après le suicide de Néron. Il paraît qu'il y a des discussions au Sénat sur la possibilité de revenir en arrière, de rétablir la République. Ce n'est tout simplement pas possible. Finalement, les prétoriens prennent l'initiative à ce moment-là. Mais une fois que le système impérial est en place et solidement ancré par ce demi-siècle de règne d'Auguste, le modèle était vraiment établi. Les gens ne peuvent pas imaginer d'alternative, et cela inclut, je pense, les habitants de Rome. À quoi ressemblait la vie si vous étiez un empereur romain? Et que faisait-il du réveil jusqu'au coucher? Eh bien, cela dépend, je pense, du type d'empereur que vous êtes. Bien sûr, si vous êtes un Caligula, votre vie est un peu différente que, disons, si vous êtes un Marc Aurèle. Mais en général, les empereurs travaillaient beaucoup plus dur que vous ne pourriez l'imaginer. Être empereur, c'était recevoir un flux constant de pétitions provenant des provinces. Tout, depuis ces querelles très mesquines sur les limites de la ville, jusqu'à, vous savez, 2 fermiers qui se chamaillent. Ils peuvent tout porter devant l'empereur, s'ils le souhaitent, que ce soit ce genre de discussion de haut niveau avec les Parthes, par exemple, sur des accords commerciaux, ou autres, donc l'empereur. Quelqu'un comme Vespasien, qui est un travailleur acharné, se lèvera 3 heures avant l'aube et commencera à répondre à ses lettres. Il aura une série de secrétaires qui lui apportent ses requêtes, et il dicte ses réponses. Peut-être qu'il utilise sa bague sceau pour apposer son empreinte sur la cire et envoyer ses missives au reste de l'Empire. Mais en recevant toutes ces lettres et en recevant ensuite les pétitionnaires en personne où qu'ils soient, l'empereur est assiégé par les pétitionnaires. Une célèbre histoire raconte qu'Adrien traverse une province à cheval lorsqu'une vieille femme tente d'attirer son attention. « Hé, Adrien, hé !» Il l'ignore simplement, et finalement il s'énerve et dit qu'il est occupé. Et elle lui répond « Alors ne sois pas empereur, voilà ». Et l'idée, c'est qu'en l'ignorant, même si sa demande était minime, il néglige sa responsabilité fondamentale en tant qu'empereur, qui est de répondre aux préoccupations, aux requêtes, aux questions de ses sujets. Donc un empereur consciencieux doit travailler très dur. En effet, quelqu'un comme Marc Aurèle travaille sans arrêt. Où qu'il soit, la cour impériale s'y trouve car les lettres lui parviennent. Des histoires amusantes circulent sur des ambassadeurs poursuivant les empereurs dans diverses villes pour les intercepter lors de leurs déplacements. Et donc ils vont être absents pendant 1 an ou 2 dans leur ville, essayant de trouver l'empereur et ensuite de s'adresser à lui. Que ce soit dans les provinces, que ce soit à la frontière, bien sûr, les empereurs font la fête intensément. S'ils sont un Caligula ou un Néron, ils ont pratiquement de l'argent illimité à l'apogée de l'Empire et peuvent faire des choses absurdes avec. Si vous êtes Néron, vous pouvez bâtir la Maison Dorée, un immense palais au centre de Rome, semblable à une villa de campagne, avec un grand lac, des barges de plaisance et une statue de 30 mètres à votre effigie dans le hall. Ce genre de choses est toujours amusant. Vous avez un immense réseau de villas que vous pouvez visiter à Rome et surtout autour de la ville.
Vous possédez des jardins de plaisance hors de la ville, comme ceux de Salluste. C'est là qu'un espace aime se détendre. Par exemple, il existe un réseau de domaines au-delà. Nous pouvons y voyager l'été. Et Rome devient trop chaude que ce soit dans les collines albaines où il fait un peu plus frais. Dans la région de Campanie, près de la baie de Naples, et se détendre à Baille, où tout le monde aime faire des promenades en bateau de plaisance. On ne peut voyager que dans une certaine mesure. Hadrien célèbrement, ainsi que quelques autres empereurs, ont exploré l'Empire en détail. Beaucoup restent ou passent la majorité de leur temps en Italie, car c'est ce qu'ils connaissent le mieux et qu'ils sont proches de Rome, centre initial du pouvoir. Plus tard, surtout à mesure que les fonctions militaires de l'empereur deviennent de plus en plus importantes, on passe la plupart de son temps à combattre. Au IIIe siècle, la légitimité des empereurs soldats vient surtout de leur victoire sur le champ de bataille. C'est leur unique moyen de devenir empereur. Ils ont manqué la campagne. Maximinus Thrax, ce géant thrace surdimensionné qui est le premier véritable empereur issu du peuple, ne va même jamais à Rome. Il ne s'en soucie pas. Il est trop occupé à combattre les Germains qui arrivent, ou les Goths qui traversent le Danube. Et donc dans de nombreuses époques, être empereur est une corvée. Tu réponds à des lettres, tu fais la guerre, tu es une figure symbolique, tu pourrais peut-être te détendre, tu vois. Certains sont très enthousiastes concernant les courses de chars. Caligula aurait encore une fois empoisonné des cochers, rivaux et autres. Ils traînent avec les jockeys et tout ça, donc vous pouvez avoir un peu de repos et de détente en assistant aux grands divertissements de Rome. Vous allez également parrainer des jeux de gladiateurs, donc une partie de votre labeur consiste à trouver des lions et des ours à présenter dans le Colisée. Des choses comme ça, mais c'est un travail difficile. Si vous êtes un tant soit peu consciencieux, un tant soit peu un bon empereur, vous travaillez plus dur que la plupart de vos sujets, pour garder le cap et éviter d'être poignardé. Ouais. On dit que Rome a conquis la Grèce, puis la Grèce a conquis Rome. À quel point penses-tu que c'est vrai ? Extrêmement. Dès le tout début, donc vraiment, nous ne connaissons pas une Rome qui ne soit pas déjà influencée par la Grèce. Incroyablement, dès le tout début de l'histoire romaine, les dieux romains sont célèbres pour être des copies des dieux grecs. Des marchands grecs installés près du Forum romain en 600 avant Jésus-Christ. Dès le début, une influence grecque venue de la Grande Grèce, des colonies du Sud, est présente là-bas. Les Romains sont naturellement assez rigides à ce sujet. Ils se définissent en opposition aux Grecs, ou quelqu'un comme Caton l'Ancien le ferait. C'est comme, vous savez, la bonne vieille vertu romaine austère est la voie du succès, mais l'influence grecque est absolument constante. La langue latine, à bien des égards, est absolument façonnée par l'interaction avec la langue grecque. Toute la terminologie philosophique latine est largement empruntée. Inventée par Cicéron sur la base de prédécesseurs grecs, la sculpture romaine est de la sculpture grecque avec quelques particularités romaines. Toute la tradition artistique romaine, malgré quelques innovations romaines, est en grande partie empruntée à la Grèce. La culture grecque est le moule dans lequel l'élite romaine s'est coulée siècle après siècle. Ils apprennent le grec dès l'enfance, ils le parlent entre eux et passent du temps en Grèce dès qu'ils le peuvent. Ainsi, du moins au niveau de la culture de l'élite romaine, l'influence grecque est absolument omniprésente. Il est difficile d'imaginer la culture romaine sans cela, honnêtement. Parce qu'au tout début, la culture grecque est le terreau à partir duquel elle se développe. Ils ont beaucoup emprunté aux Étrusques, qui eux-mêmes étaient influencés par la culture grecque. Toutes leurs traditions artistiques, et même leur façon de banqueter, sont d'origine grecque. Et donc la phrase célèbre d'Horace sur les Romains sauvages conquis par les Grecs s'avère très vraie dans presque tous les domaines. Voulez-vous mentionner quelles étaient les plus grandes différences entre les deux ? Donc, par exemple, si quelqu'un à Rome avait visité Athènes, ou inversement, qu'est-ce qui, selon vous, aurait le plus attiré l'attention ? Au moment où les Romains arrivent à Athènes, la ville, bien changée depuis son âge d'or, a été contrôlée par plusieurs royaumes et a perdu de sa grandeur. En distinguant la société romaine du Haut Empire de la société grecque classique, on remarque de nombreuses différences majeures, notamment sociales. Rome était beaucoup plus hiérarchisée que la Grèce classique ne l'a jamais été. Ils avaient une aristocratie, même en étant une démocratie. Mais Rome a toujours été une oligarchie depuis le début, et c'est très clair qu'il s'agissait d'une oligarchie. Donc tout le système de patronage, par exemple, où vous avez une famille noble avec ses hordes d'assistants,
C'est quelque chose de très romain qui n'a pas vraiment d'équivalent. À Rome, aussi, les gens, les femmes ont beaucoup plus de liberté dans la société que les femmes grecques au lycée. C'est bien connu. Elles dînent avec leur mari, alors que dans le monde grec, elles sont pratiquement cloîtrées. Elles ne peuvent même pas participer à un symposium. Elles peuvent aussi détenir des biens, surtout chez l'élite. Elles dirigent assez souvent des entreprises à Rome, et donc pour les femmes, il y a beaucoup plus de liberté. Les Romains sont aussi, à bien des égards, une société bien plus ouverte. Les Romains réussissent parce qu'ils sont capables d'absorber tellement de choses, tout des coutumes aux personnes. Et dès le début, les Romains sont ouverts à ce que des gens deviennent romains, deviennent citoyens romains, y compris des esclaves qui deviennent citoyens. Incroyablement, c'est quelque chose de très innovant dans le monde antique que d'intégrer quelqu'un issu d'une société très humble à votre système. Ils deviennent citoyens immédiatement lorsqu'ils sont affranchis, jusqu'à accorder en bloc les droits de citoyenneté à leurs anciens adversaires. Leurs rivaux en Italie deviennent citoyens. Et cela était impensable pour les Grecs. Les Athéniens, au sommet de leur puissance, restreignent la citoyenneté à ceux qui sont enfants de 2 parents citoyens. Alors que pour les Romains, ils ont une idée très généreuse de la citoyenneté. Faire de quelqu'un un membre du système est souvent vu comme bénéfique et essentiel à leur réussite. Pour les Grecs, peu de personnes peuvent intégrer le système. Chez les Romains, ce groupe est quasiment sans limite. Cela devient une situation où tous sont citoyens après l'accord de Cocala en 212. Je pense que c'est l'essentiel. Il y a une sorte d'ouverture dans la société romaine qui n'existe pas dans la Grèce classique. Et c'est, à bien des égards, ce qui rend Rome si prospère. Oui. L'une des histoires les plus célèbres du monde antique est celle d'Hannibal, traversant les Alpes avec des éléphants, puis infligeant des défaites dévastatrices à Rome. Une chose que je n'ai jamais totalement comprise, c'est comment Hannibal a pu remporter toutes ces batailles incroyables, mais ensuite perdre la guerre et ne pas réussir à s'imposer. Romy, pourquoi crois-tu cela? Eh bien, c'est incroyable. Toute autre cité-État se serait effondrée après la chute de Trésimania, et encore plus face à Canaan, les pertes étant trop lourdes à supporter. Selon certaines estimations, Rome a perdu près des 2/3 de sa main-d'œuvre lors de ses premières batailles cruciales, ce qui serait impensable ailleurs. Mais Rome survit pour plusieurs raisons. La plus importante d'entre elles est le système d'alliés. J'ai mentionné cette ouverture de la société romaine, donc Rome, en conquérant l'Italie, avait accordé la citoyenneté de façon sélective à certaines communautés et surtout à leurs élites. Mais elle a intégré la plupart des autres comme alliés au système, leur accordant certains droits dans la République romaine, avec pour principal devoir la guerre. Ils devaient essentiellement fournir un tribut d'hommes au système républicain. Ils fournissaient des soldats qui combattaient avec les légions à chaque campagne. La République avait donc ses propres citoyens combattants. Il y en avait beaucoup, mais elle pouvait mobiliser des centaines de milliers de citoyens italiens qui combattaient aux côtés des légions. À mesure qu'ils perdaient hors des hommes, ils sollicitaient davantage d'alliés pour combler les vides. Ils disposaient donc de réserves de main-d'œuvre qu'aucune cité grecque, par exemple, n'a jamais eues, et des réserves qui éclipsaient même celles des royaumes hellénistiques, qui avaient des armées professionnelles relativement petites. Le système de levogdom, romain ou allié, leur procure flexibilité et avantages numériques sur presque tous leurs adversaires. C'est, selon moi, le principal facteur. Ils remplacent leurs pertes sur le terrain, même quand elles sont très élevées. Le système républicain, cette oligarchie qui gouverne Rome, c'est-à-dire le Sénat, en gros dont le prestige politique est très très étroitement lié au succès militaire, joue également un rôle moteur. Et en tant que classe, je pense qu'ils ne peuvent vraiment pas imaginer être autant discrédités en cédant ainsi aux Carthaginois. Leur survie en tant que classe politique dépend de leur capacité à résister, à poursuivre le combat. Ainsi, les principaux hommes politiques de Rome ressentent cela. Je pense que s'ils abandonnent et laissent Hannibal gagner, c'en était fini d'eux. Ils ont donc un intérêt ici. Ils veulent enfin continuer à se battre pour cette raison, et ils ont aussi la chance d'avoir quelques commandants inspirés. Ils ont Scipion, qui part en Espagne et s'attaque au point faible de la machine de guerre carthaginoise. Ils ont Fabius Maximus, qui comprend que, d'accord, Hannibal est un meilleur général que tous ceux que nous avons. Je ne vais tout simplement pas le combattre.
et en gardant l'armée romaine, une armée romaine intacte, et en esquivant simplement Hannibal en attaquant ses lignes de ravitaillement. En maintenant l'engagement des Alliés, Fabius empêche Hannibal de les rallier et de s'installer durablement en Italie. C'est donc une combinaison de ces facteurs. Le système d'alliés, avec ses énormes réserves de main-d'œuvre, un système politique qui, à bien des égards, repose sur des succès militaires continus et quelques bons généraux. C'est ce qui empêche Rome de s'effondrer malgré les lourdes pertes qu'Hannibal lui inflige au début de la deuxième guerre punique. Et pourquoi Hannibal n'a-t-il pas simplement pu prendre Rome ? Question intéressante. Il a effectivement marché sur Rome et s'en est approché, mais les murs serviens étaient là. Les défenses de Rome semblaient apparemment trop difficiles à attaquer pour lui, et surtout il n'a pas réussi à détacher les alliés proches de Rome. Il a donc réussi à rallier Capoue et quelques autres villes de la Grande Grèce, qui sont devenues patiemment ses bases pour le reste de son séjour en Italie. Mais il n'a pas convaincu les cités latines autour de Rome. S'il avait réussi, il aurait été bien plus difficile pour Rome de résister que lorsque seuls ses territoires locaux étaient pillés par les Carthaginois. Mais comme les alliés locaux sont restés loyaux et que les défenses de Rome étaient assez redoutables à cette époque, il semble avoir jugé que cela n'en valait pas la peine. Et si vous remontiez dans votre machine à voyager dans le temps après avoir expérimenté différentes façons de sauver l'Empire romain, si vous deviez revenir en arrière et donner quelques conseils à Hannibal sur la façon dont il pourrait gagner la guerre punique, que lui conseilleriez-vous ? Honnêtement, probablement marcher sur Rome. Je pense qu'il aurait fallu détruire le Sénat pour empêcher le combat de durer jusqu'à ton épuisement. Il y avait des moyens. Il aurait probablement pu davantage faire appel aux autres, aux alliés, et les éloigner des Romains de façon moins spectaculaire et par d'autres moyens. Il aurait sans doute mieux résisté à Scipion en Espagne, mais uniquement en éliminant le chef. Détruire Rome et le Sénat aurait été la façon de mettre fin à la guerre, et il n'a jamais pu le faire. Ouais. Pourquoi Hannibal a-t-il gagné toutes les batailles en Italie et ensuite perdu à Zama ? Qu'en pensez-vous, conseil ? Eh bien, c'est en partie parce que Scipion est un meilleur général que ses prédécesseurs et qu'il connaît aussi Hannibal. Il lutte donc contre Hannibal depuis 20 ans. Il a grandi dans un monde sous sa domination. Les gens cherchent comment vaincre Hannibal, car son armée n'est plus aussi puissante. Au moment de la bataille de Zama, il se bat avec beaucoup de nouvelles recrues. Les Romains apprennent à gérer les éléphants en ouvrant leurs rangs pour les laisser passer, puis les encerclent et les tuant. C'est une combinaison. Le combat était serré, comme Waterloo, il a perdu, mais ce fut une sacrée bataille. Mais tout s'est joué sur Scipion, qui était un bon général et savait comment mener le genre de bataille d'Hannibal. Et il n'a pas commis les mêmes erreurs, il n'a pas été trop téméraire, il n'a pas foncé sans réfléchir comme l'avait fait Flaminius par exemple, ou d'autres prédécesseurs lors des batailles de 218, 217 et 216. Je pense que cela revient au fait que Hannibal était en quelque sorte une force épuisée, dans une certaine mesure. Scipion est chez meilleur, et ils comprennent bien mieux sa façon de combattre qu'il ne le faisait 20 ans auparavant. J'ai épuisé mes forces. En fait, il est simplement à court d'hommes. Oui, en tant que général, il reste très efficace, mais son armée de vétérans n'est plus ce qu'elle était. Il en a peu avec lui, surtout des recrues récentes d'après mes souvenirs. Et les Romains ont aussi réussi à gagner à leur cause les cavaliers aux Numides, qui étaient une partie importante des armées carthaginoises, traditionnellement. Cette cavalerie très légère qui peut manœuvrer, harceler et finalement charger l'adversaire, puis ils ont Massamissa et sa cavalerie numide, qui jouaient un rôle important dans leur victoire. Il me semble que j'ai lu sur cette campagne il y a un moment. Oui, donc il se pourrait que ce soit la diplomatie d'Hannibal qui l'ait laissé tomber en grande partie, plutôt que son combat. Oui, d'accord. S'il avait gardé les Numides, par exemple, ils auraient pu harceler les Romains à la place et cela aurait été très difficile pour eux à gérer. Ils sont tout simplement à court d'argent, et à ce stade, c'est aussi en grande partie la raison pour laquelle ils réussissent. Donc, vous savez, Scipion bat Hannibal, mais il y a aussi ces facteurs sous-jacents qui rendent Hannibal plus vulnérable à être vaincu qu'il ne l'était auparavant. Quelle est l'histoire d'esclaves la plus remarquable que vous connaissiez ? Il y a de nombreux esclaves remarquables dans le monde romain.
Je pense que ma préférée est une jeune esclave appelée Moussa. J'espère bien m'en souvenir, non? Donc elle a été envoyée comme esclave par Auguste, à l'empereur Parthe, le roi des rois Parthe, comme un cadeau. C'était une courtisane, probablement musicienne ou dotée d'un talent particulier, qui a séduit le roi parthéen et est devenue l'une de ses épouses principales. Affranchie, elle devient la mère du futur empereur Parthe et ainsi reine-mère de la Parthie. Issue de modestes débuts comme esclave à Rome. Et donc je pense qu'il est difficile de surpasser une telle ascension sociale. Vous savez, il y a quelques empereurs dont on pense qu'ils sont issus de l'esclavage, même Dioclétien par exemple avait probablement des parents affranchis. Et certains des premiers poètes de Rome, par exemple, semblent être issus de l'esclavage. Terence, par exemple. Et donc la tradition romaine d'affranchir certains esclaves, de les rendre citoyens, signifie qu'il y a une énorme quantité de... Beaucoup d'histoires d'esclaves et de leurs enfants montrent qu'ils peuvent réussir socialement sans restriction et accomplir de grandes choses. Et même si l'esclavage romain est, du moins parfois, absolument horrifiant, que ce soit les rameurs condamnés à mort, essentiellement l'esclavage dans les champs est à nouveau une corvée terrible, et on finit par être complètement épuisé. Une vie de labeur dans les mines est terriblement sombre, mais il existe des moyens pour les esclaves qui ont un contact étroit avec leur maître, surtout. Ainsi, ceux qui travaillent dans les grandes maisons de Rome, par exemple, parviennent à se forger une vie qui est surprenante et devient souvent assez prospère. Donc, si vous deviez être quelqu'un dans la société romaine, qui pensez-vous serait la meilleure personne à être? Oui, pas forcément l'empereur, comme je l'ai souvent mentionné dans mon travail, au moins être un empereur paresseux qui délègue tout à ses affranchis. Vous savez, ça aurait été plutôt sympa d'être sénateur. Je pense qu'à l'époque impériale, on n'avait pas vraiment trop de responsabilités en fait. Vous savez, on pourrait vous envoyer dans une province pour gouverner. Mais une des provinces tranquilles, comme la Grèce ou l'Asie, vous voyez, la vie y est plutôt agréable. Honnêtement, si vous étiez dans l'aristocratie centrale au Haut-Empire, vous n'aviez pas grand-chose à faire. Il y a certaines attentes concernant l'éducation. Vous suivez le cursus, vous faites de l'éloquence et tout ça, vous occupez certaines fonctions, vous prenez votre siège au Sénat. Mais c'est en grande partie une vie de loisir. Vous avez vos villas en Italie et en Grèce, peut-être que vous rendez visite à vos amis et que vous vous lisez de la poésie les uns aux autres. Donc je pense que la vie d'un homme cultivé et oisif aurait été plutôt agréable au moins, c'est ce que je me dis. Évidemment, il y a un côté désagréable à cela où votre loisir dépend du travail de centaines de personnes et aussi de l'esclavage de centaines d'autres. Si j'étais Premier ministre de Rome, je devrais aborder cela. Si j'étais né dans ce système sans rien connaître d'autre, ma vie aurait sans doute été agréable. Faire partie de cette élite choyée au début, puis plus tard, c'est une vie beaucoup moins privilégiée, ils perdent tout pouvoir et leur existence devient bien moins confortable. Mais pendant longtemps, ce n'est pas si mal d'être un sénateur romain. Oui, donc pour ma dernière question, j'ai pensé à quelque chose d'un peu plus léger. Selon vous, qui gagnerait dans un combat entre Jules César et Alexandre le Grand? Ah, c'est une question amusante, vous savez, c'est difficile, je suppose. Donc, en les imaginant avec leurs propres armées, donc César avec ses légions et Alexandre avec sa phalange. Je ne sais pas, à bien des égards, bien sûr. Ce sont deux des plus grands généraux de l'Antiquité et des hommes qui, dans le cas d'Alexandre, n'ont jamais perdu de grandes batailles. Dans le cas de César, il a perdu, mais jamais vraiment de façon catastrophique. Leurs armées étaient probablement les deux meilleures de l'Antiquité, parce qu'elles étaient si bien entraînées, dans le cas de César, bien sûr. Après 10 ans de guerre contre les Gaulois, ils sont devenus des vétérans aguerris, puis ont vaincu Pompée et gagné la guerre civile pour César. À bien des égards, les troupes d'Alexandre, ses compagnons, la cavalerie, les hommes qui combattaient dans la phalange, ont parcouru 16 000 kilomètres avec lui à travers la Perse puis jusqu'en Inde, devenant eux aussi des vétérans aguerris. L'homme parmi eux, je ne sais pas, enfin...
Donc évidemment, on dit que le système des légionnaires romains était bien plus flexible que la phalange. C'est pourquoi il a vaincu la phalange à maintes reprises au IIe siècle avant Jésus-Christ. Les royaumes macédoniens de la Macédoine elle-même, les Séleucides, les Ptolémées, ne peuvent pas battre les Romains, parce qu'ils sont enveloppés par le système des légionnaires, cette habitude de laisser des espaces entre les cohortes au combat. Les Romains, affrontant les Samnites dans les collines, sont devenus bien plus flexibles que la phalange. Pourtant, ils affirmaient qu'il n'y avait rien. Un légionnaire du IIe siècle avant Jésus-Christ affirma que la chose la plus impressionnante qu'il ait vue était une phalange macédonienne avançant vers lui. Avec toutes ses pointes de lance, les 5 rangs de pointes de lance comme un hérisson qui fonce sur lui, et la cavalerie des compagnons d'Alexandre était incroyablement efficace pour contourner, prendre à revers, puis détruire les formations ennemies. Je pense que cela aurait été un très bon combat. Présentés ainsi, ce sont 2 généraux très créatifs et très expérimentés, avec 2 armées aguerries qui ont l'habitude de gagner, et qui ont un moral très très élevé. Je donnerai l'avantage à César simplement parce qu'il avait appris d'Alexandre. Il avait lu toutes les histoires sur Alexandre. Le nouvel Alexandre combattait, alors que César aurait été une étrange anomalie pour Alexandre. Il ignorerait comment affronter les Romains, n'ayant pas grandi à une époque où ils étaient une simple cité-État italienne. Donc je pense que simplement le fait que César soit venu plus tard et connaisse Alexandre. Le fait d'avoir un système militaire qui était, du moins en théorie, plus flexible que celui d'Alexandre, aurait pu lui donner un léger avantage. Un petit avantage dans ce combat, mais Alexandre étant Alexandre, qui sait, il aurait peut-être réussi. Il n'était pas novice au combat. Oui, le fait que César ait pu étudier toutes les forces et faiblesses de la phalange, j'imagine que ça aide. Mais c'est une question amusante à se poser, comme tant d'autres dans l'histoire. Super, eh bien, ça a été fantastique. Merci beaucoup d'avoir parlé avec moi, bien sûr. Merci de m'avoir invité, Henry Stewart, c'était merveilleux. Et oui, c'est toujours amusant de jouer avec ces scénarios et de penser à ce qui aurait pu être, et ce qui aurait pu être brillant.